souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Un grand merci de vous joindre à nous pour ce midi conservation spéciale organisé par le réseau de milieux naturels protégés. Rapidement, pour les personnes dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez remarquer qu'il est impossible pour vous soit d'ouvrir votre micro pour poser une question ou d'ouvrir votre caméra. Tout au long de la présentation, je vais vous inviter à poser vos questions dans la boîte questions-réponses, le petit onglet Q et R, pour poser vos questions. Et on s'est réservé un moment à la fin du webinaire pour justement poser les questions à tous nos présentateurs et présentatrices aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on assiste au deuxième webinaire d'une série de trois sur les bons coups des maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique. On reçoit Ariane Brault et Michaël Jaffré de Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, Patricia Gagnon du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et Olivier Perrotte-Caron de Conservation Nature Canada Gaspésie. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Louise-Georges pour nous décrire un peu les grandes lignes du projet. Merci, Mégane. Donc, et voilà. Ben, merci de me passer la parole. Je me présente, je m'appelle Louis-Georges Esquila. Je suis coordonnateur chez Conservation de la Nature Canada et je travaille principalement sur les projets de l'initiative québécoise Corridor écologique. Comme Mégane l'a dit, aujourd'hui, on continue la série des bons coups des maîtres d'œuvre de l'initiative. Et pour ceux pour qui ce serait la première fois qu'ils assistent à un webinaire de cette série, c'est une belle façon de faire une tournée régionale qui met de l'avant les dernières nouvelles sur la connectivité écologique dans le sud du Québec, tout en offrant aussi une vitrine aux projets qui sont en cours. Avec les différents webinaires, vous aurez la chance d'avoir un aperçu de c'est quoi la connectivité écologique, pourquoi c'est essentiel d'y travailler, mais aussi comment on fait, comment ça se fait concrètement de conserver un corridor écologique. Aujourd'hui, c'est donc le deuxième webinaire de la série. On s'en va au Bas-Saint-Laurent, dans le centre du Québec et en Gaspésie. Un petit topo avant, un peu plus sur l'initiative. Pour vous mettre en contexte, c'est en 2017 que Conservation de la Nature Canada a mis en place et coordonne depuis l'initiative québécoise Corridor écologique. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. L'initiative, c'est un réseau de partenaires qui travaillent activement au maintien des corridors écologiques dans le sud du Québec. Ensemble, on propose une approche collective de l'aménagement du territoire de manière à augmenter la conservation des milieux naturels qui sont connectés par des corridors écologiques. On travaille avec les organisations et les personnes qui peuvent jouer un rôle dans l'aménagement du territoire. On partage les outils et on les accompagne dans leurs projets de corridors écologiques. L'initiative se déroule dans le sud du Québec, mais comme la nature n'a pas de frontières, on travaille à différentes échelles spatiales, que ce soit nationale, régionale, locale, mais aussi avec nos partenaires transfrontaliers. À l'échelle locale ou régionale, Conservation de la Nature Canada travaille avec 9 organisations qu'on appelle les maîtres d'œuvre afin de mener des actions sur le territoire dans 11 régions du Québec. Elles vont vous présenter chacune d'entre elles leur travail au fil des webinaires. Les organisations qui font partie, qui sont les maîtres d'œuvre sont entre autres le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, Éco-corridor Laurentien, Nature Action Québec, la Fiducie des écosystèmes Lanaudière, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, Conseil régional de l'environnement en Mauricie, aussi appelé Environnement Mauricie, Corridor Appalachien, Capital Nature, Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Et concernant nos partenaires transfrontaliers, on a aussi l'initiative Staying Connective, ainsi que 2 pays, une forêt. L'initiative vise à outiller et accompagner à l'action les organisations et les personnes qui peuvent jouer un rôle. Vous aurez donc des exemples concrets dans les 3 présentations d'aujourd'hui. Je vous invite aussi à revisionner ou visionner le webinaire du 4 octobre pour en apprendre un peu plus sur l'initiative québécoise Corridor écologique, mais aussi voir les présentations des maîtres d'œuvre qui ont eu lieu cette journée-là. Je termine en remerciant aussi le réseau des milieux naturels protégés pour l'organisation de ces webinaires et j'attire aussi votre attention au bas de votre écran pour souligner la contribution de 2 bailleurs de fonds importants pour l'initiative,
Tout d'abord, une contribution du gouvernement du Québec tirée du programme Action Climat Québec, qui rejoint les objectifs d'un plan pour une économie verte. S'ajoute à cela la contribution de la Fondation Woodcock, ainsi que d'autres partenaires financiers régionaux. Puis, si à la fin du webinaire, vous voulez poursuivre la discussion sur la mise en œuvre des corridors écologiques dans le sud du Québec, ben, je vous invite au colloque Ensemble pour un territoire résilient, connecté et résilient, qui aura lieu les 23 et 24 novembre prochains. Et comme Megan l'a mentionné tantôt, n'hésitez pas à garder écrire, noter questions, puis on va pouvoir prendre les questions à la fin. Et sur ce, ben, je vais passer la parole à Michael d'Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Voilà, normalement, c'est bon pour le partage d'écran. Mais écoutez, moi, je suis ravi de commencer ce deuxième webinaire 2023 des bons coups de l'initiative québécoise des corridors écologiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec avec nos actions, les actions qu'on mène dans notre région, je vais présenter rapidement l'organisme Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Nous sommes un organisme donc, de conservation régionale qui agit à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Notre mission, donc, c'est prioritairement la protection des écosystèmes de la région par les différents outils de la conservation volontaire, dont l'acquisition pour une protection à perpétuité. Et nous avons également un mandat de promotion des initiatives de conservation, d'acquisition et de diffusion de connaissances et de stimuler finalement de la protection, l'engagement à la protection des milieux naturels de la région. Donc, depuis notre création en 2016, nous avons deux projets principaux qui ont été menés par Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Le premier, c'est la conservation des habitats côtiers de la région, donc des secteurs avec une pression anthropique particulièrement importante et donc des secteurs sur lesquels on a une veille particulière. Et le second, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est donc la connectivité écologique dans le Bas-Saint-Laurent et plus généralement dans le nord-est des Appalaches. Donc, pour situer un petit peu, voilà, nous sommes ici donc en Gilles, maître d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique, donc à partir de cette carte produite par Conservation Nature Canada. On a donc un enjeu évidemment donc une sorte de responsabilité donc par rapport aux enjeux de connectivité dans notre secteur considéré comme essentiel à la connectivité. Mais nous avons, comme vous voyez aussi dans ce territoire du nord-est des Appalaches, donc ici autour de la lettre J, nous avons il y a des enjeux également sur des territoires qui sont donc transfrontaliers, avec en particulier le Nouveau-Brunswick et le nord du Maine, avec qui nous avons des interactions et avec qui nous travaillons en partenariat, notamment dans le cadre de pays une forêt. Donc, pour initier notre démarche de de conservation au niveau de la connectivité écologique dans le Bas-Saint-Laurent. Nous avons initié en 2017 donc, des premières concertations avec des partenaires, avec des expertises régionales. Et lors d'un grand premier rassemblement finalement de toutes ces partenaires, nous avons répondu à la question de façon collégiale: que souhaitons-nous pour la connectivité écologique dans le Bas-Saint-Laurent d'ici 5 ans? Donc, suite à l'organisation de cette vision régionale, finalement, donc, qui a été produite par un ensemble de partenaires régionaux et nationaux. Donc, ce comité consultatif régional, finalement, a continué à se rencontrer régulièrement et continue encore aujourd'hui à se rencontrer. Et ça permet vraiment à ce projet de gagner en productivité, de gagner en pertinence et même en légitimité pour apporter à la population et aux administrations vraiment l'enjeu de la connectivité sur notre territoire. Donc, l'existence déjà et le maintien de ce comité dans le temps est en lui-même un bon coup, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, à partir de 2019, ce comité s'est penché sur la réalisation d'un premier réseau de corridors écologiques dans notre aire d'étude. Donc, il y a d'abord donc, un mandat donc, de délimiter une aire naturelle, de sélectionner les noyaux de conservation finalement présents dans cette aire naturelle, et puis d'ensuite de proposer des réseaux de corridors écologiques qui sont donc inspirés
essentiellement par 3 études qui étaient déjà existantes, mais aussi complétées finalement avec l'expertise de partenaires régionaux, que ce soit dans les organismes de conservation ou les agences de mise en valeur des forêts privées, etc. Et donc, ça aboutit donc à la production d'un corridor, finalement, d'un grand corridor, d'un réseau de corridors écologiques qui relie donc 3 noyaux principaux de noyaux de conservation qui sont la réserve du Chénier donc au nord-est, jusqu'au ravage de cerfs de Virginie de Poenégamook et entre les deux, le parc national du lac Témiscouata. Donc, sur l'ensemble de ce territoire-là, il a fallu ensuite, une fois que ce corridor était dressé, commencer à mettre en œuvre finalement les actions de conservation et de protection de ces couloirs, de ces corridors de déplacement. On a donc le comité, en partenariat avec Horizon Nature, dès 2021, et puis l'arrivée en poste d'Ariane, il y a eu des étapes qui ont été mises en œuvre pour d'abord choisir un secteur prioritaire et en réfléchissant à une série, et on a aussi réfléchi à une série de stratégies et de stratégies d'action pour favoriser la connectivité à l'échelle donc, de la région. Donc, il y a un rapport de recommandation d'action qui a été proposé à ce moment-là. Et ces recommandations d'action ont abouti en un plan d'action qui a donc été officiellement lancé et déployé ce printemps, le 27 avril dernier. Donc, ce plan d'action, c'est un outil de travail qui est interne, qui sert à la fois à notre organisme Horizon Nature et à nos partenaires donc du comité régional consultatif. C'est donc notre base de travail pour réaliser les actions stratégiques dans le but d'atteindre nos objectifs. Donc, elle s'articule autour de 7 stratégies et à l'intérieur de cette stratégie, plusieurs actions. Donc, pour donner un petit exemple comme ça, on a donc Horizon Nature est porteur. On a identifié donc des porteurs et des collaborateurs pour chacune de ces actions. Horizon Nature, par exemple, est porteur, responsable finalement de 19 actions sur la cinquantaine. Et on est également collaborateur, donc on assiste finalement les porteurs dans 13 autres actions. Donc, ça montre aussi, là encore une fois, que plus de la moitié des actions sont pilotées, sont menées par nos partenaires. Donc, au-delà d'être un comité consultatif qui permet d'apporter leur expertise et puis d'avoir finalement des actions et puis des stratégies bien pertinentes, ce sont aussi des gens des partenaires finalement qui s'engagent dans la mise en place de ces, euh, de ces actions et puis qui permettent finalement de faire avancer la cause et cet enjeu-là, même en dehors finalement de notre responsabilité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très précieux. On a 16 partenaires différents, en l'occurrence ici, qui sont acteurs, qui sont directement acteurs, qui sont comment dire, porteurs de ces actions-là. Il y a la Première Nation, il y a l'agence de mise en valeur des forêts privées, il y a les 4 MRC concernés, il y a les 3 OBV concernés, le ministère des Transports, le ministère de la Faune, le ministère des Forêts. Il y a CNC également qui est dans notre partenaire, les groupements forestiers et le CRE, le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, avec qui nous avons d'ailleurs des actions, des relations particulières dans le cadre de certaines actions dont je vais parler juste après. Donc, dans notre plan d'action, il était notamment mentionné l'importance de protéger les passages phoniques et d'agir finalement sur la sécurisation des passages phoniques pour réduire finalement pour réduire l'impact finalement de la création de l'autoroute 85 qui est venue remplacer une route à 2 fois 1 voie, qui était la nationale 185, la nationale 185 qui allait de Rivière-du-Loup jusqu'au Témiscouata et jusqu'au Nouveau-Brunswick, qui a été transformée donc en autoroute qui a créé finalement un gros bris de connectivité sur notre territoire. Donc ce secteur-là a été considéré comme prioritaire et la priorité au sein de ce secteur prioritaire d'abord, c'était la protection des passages phoniques pour assurer la capacité de déplacement de la faune. Donc, comme on le voit sur cette carte-là, ici, on a l'autoroute 85 et puis donc de chaque côté comme un tampon, on va dire une zone tampon qui a été proposée. Donc, euh, dans, donc, pour ce qui est du territoire privé, finalement, qui est ici en blanchâtre, nous avons Ariane qui a rencontré des propriétaires, donc
dont les terrains faisaient partie de cette zone tampon, cette zone qu'on appelle donc le corridor de la 85, et 40 de ces propriétaires ont déjà signé une déclaration d'intention pour maintenir les fonctions des milieux naturels présents sur leur propriété. Et donc, c'est ça, on est vraiment actif dans le secteur privé et on peut également mentionner qu'il y a des discussions qui ont eu lieu avec le Conseil des maires pour les informer de l'importance de maintenir une connectivité sur les territoires qu'ils administrent. Mais comme vous le voyez, tous les passages phoniques ne sont pas en territoire privé. Il y en a aussi en territoire public, ici, là, qui ne sont pas blanchis et qui ne sont pas dans le secteur blanchi. Et il était important d'avoir une certaine cohérence entre les actions qu'on mène sur le terrain dans le territoire privé et ce qui se fait également dans les territoires publics. Au final, les espèces qui vont emprunter les passages phoniques ne vont pas vraiment faire la différence de la teneur finalement du territoire sur lequel ils se déplacent. Donc nous avons dans ce cadre-là, bénéficier d'un partenariat avec la Société pour la nature et les parcs depuis cette année et pour les 3 prochaines années, dans le cadre du programme plein air, pour soutenir la coordination générale de la mise en œuvre de la conservation de ces secteurs prioritaires, tant en terre privée qu'en terre publique. Donc, ce partenariat-là se concentre sur 4 objectifs. C'est de favoriser les pratiques d'aménagement compatibles avec la connectivité écologique en forêt privée et publique, mobiliser les municipalités et les MRC pour la reconnaissance des corridors écologiques et la sécurisation des passages phoniques, proposer une zone tampon autour des passages phoniques et protéger des milieux naturels prioritaires en terre publique. Et à ce sujet, nous avons eu la bonne nouvelle récemment que des modalités d'intervention forestière ont été proposées et entérinées par la TABGIR en collaboration avec le ministère pour la faune et le ministère pour les forêts pour sécuriser les passages phoniques en terre publique. Donc, voilà, donc ce sont des modalités qui permettront donc de maintenir le couvert forestier et puis les fonctions vraiment des écosystèmes à différents niveaux autour des passages phoniques. Et ça, c'est issu vraiment d'un processus de concertation qui a été mené, qui est donc à mener à ces modalités et qui provient d'une préoccupation qui a été émise par un membre de la TABGIR. Et bien qu'elle ait été proposée, elle a été ensuite proposée donc par la Direction générale de la faune et Direction générale des forêts et ensuite entérinée par la TABGIR. Toutefois, il est quand même à noter qu'il va y avoir des suivis de l'utilisation de ces passages phoniques par le MTQ en partenariat avec l'Université Laval et que le résultat de ces suivis devront donc être présentés aux membres de la TABGIR pour s'assurer que ces modalités sont justifiées. Donc, reste maintenant à ce que dans les prochaines années, ces suivis permettent de montrer vraiment l'utilisation de ces passages phoniques. Donc, pour conclure, on voulait vraiment, c'est ça, faire mention de comment dire, du bon coup finalement que représentent les engagements de- des différentes institutions pour la protection des passages phoniques en terre publique. Ça va vraiment nous être un levier important pour mobiliser les acteurs en terre privée pour pouvoir justement justifier toutes nos actions. Il y a aussi la validation de l'utilisation des passages phoniques par des universitaires qui a été proposée, qui va se faire donc dans les prochains mois, dans les prochaines années. Un exemple également pour l'ensemble de la province, parce que la direction régionale du Bas-Saint-Laurent du MTQ a invité les autres directions régionales du Québec à présenter leur installation et à montrer vraiment l'importance des passages phoniques et justement les choix dans les passages phoniques, puisqu'il y a plusieurs tests qui sont faits dans notre territoire. Nous organisons également un événement municipal concentré autour des enjeux de connectivité et de notre projet pour les prochaines années dans le secteur qui va avoir lieu au printemps. Nous avons des nouvelles rencontres avec des propriétaires autour de la 85 et même en dehors, à l'intérieur de notre corridor. Nous avons également eu un coup de visibilité finalement avec le tournage avec un tournage d'un reportage sur la connectivité et les passages phoniques autour de la 85 qui ont eu lieu avec Conservation de la Nature Canada cet été. Et on a la joie aussi d'annoncer que l'équipe va pouvoir s'agrandir dans les prochains mois avec donc le recrutement du nouveau membre dans notre équipe de 2. Donc, on va sûrement être 3 dans les prochains mois pour pouvoir renforcer encore nos actions autour de la connectivité dans notre région. Mais merci beaucoup. Puis, je vais passer la parole à Patricia pour le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Alors, bonjour, mon nom est Patricia Gagnon. Je suis chargée de projet pour le volet connectivité au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec.
Je vais vous présenter aujourd'hui toutes les actions, ou en tout cas les principales actions qu'on a réalisées en 2022-2023 avec le projet de connectivité. En introduction, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait là, concernant la connectivité au centre du Québec depuis 2015. Dans le fond, on a eu des tables régionales de concertation, puis on en est arrivé en 2020 à notre premier réseau de connectivité qui comprenait des corridors naturels et des noyaux d'intérêt de conservation. Donc là, vous voyez à l'écran en orange, c'est les noyaux d'intérêt de conservation, puis en bleu et vert, les corridors. Les corridors qui sont répartis en corridors aquatiques et en corridors terrestres. On a 20 noyaux et plus de 35 corridors pour un total de 2396 km de corridors naturels. Donc, afin de conserver tous ces éléments sur notre territoire, nous avons réalisé plusieurs actions au sein des corridors et des noyaux de conservation. La principale action, je vous dirais, c'est surtout la conservation volontaire. On rencontre des propriétaires privés, puis on visite leur terrain, puis on essaie de les conscientiser aux éléments d'intérêt qu'ils ont sur leur terrain. On a rencontré plus de 80 propriétaires, donc soit 10 au niveau des corridors naturels. On a eu un corridor urbain et un petit peu agricole au sein de la ville de Victoriaville. Ensuite, on a rencontré 70 propriétaires dans les noyaux. Par la suite, toujours pour les noyaux, on a caractérisé plus de 60 hectares de terrain à la recherche d'espèces végétales rares. Ensuite, on est en train de procéder à la restauration d'une ancienne sablière de 5 hectares au sein de la ville de Drummondville, excusez-moi. Aussi, on a fait beaucoup d'aménagements agricoles en faveur de la biodiversité dans une approche concertée. On a parcouru plusieurs kilomètres de cours d'eau pour trouver des nouvelles occurrences de tortues des bois. Ensuite, on a aussi trouvé 83 occurrences d'engoulevent bois pourri sur nos routes d'écoute. Aussi, on a mobilisé des propriétaires de l'ensemble d'un bassin versant pour la restauration des milieux hydriques et riverains. Puis aussi, on est en train faire un aménagement urbain au sein d'une emprise électrique en faveur de la biodiversité et pour les citoyens. Donc ici, on voit à l'écran deux exemples de haies brise-vent qui ont été réalisés là, chez des propriétaires agricoles. Dans le fond, pour le CREC, c'est pour une deuxième année consécutive qu'on réalise des aménagements agricoles. Cette année, c'était 19 qu'on en a réalisé. Puis c'est surtout des aménagements qui sont, surtout c'est des bandes riveraines élargies, des haies brise-vent. On a aussi de la revalorisation de coulées agricoles qui se fait soit par la plantation d'îlots ou des rangées d'arbustes et d'arbres. Puis des fois, on installe aussi des nichoirs pour différentes espèces. Donc, la démarche qu'on fait, c'est une démarche concertée, c'est avec les intervenants régionaux, soit l'UPA, le MAPAC, les clubs en agro-environnement. Puis c'est ça, en étant près du réseau de connectivité, ces aménagements favorisent le déplacement de la faune dans tout le centre du Québec, tout en favorisant la biodiversité. Ici, on a un exemple à gauche de revalorisation d'une coulée agricole. On voit là, les petites taches brunes, c'est des plantations qui ont été effectuées. Ensuite, à droite, on a aussi un exemple d'une bande riveraine élargie, puis on voit aussi l'ajout de nichoirs à l'écran. Donc, au total, pour cet été, on a planté plus de 3370 arbres et arbustes. Ces projets sont réalisés avec, évidemment, la participation volontaire là, des propriétaires, mais aussi une contribution là, du MAPAC via le programme Prime Vert. Il y a aussi la Fondation de la faune du Québec ou encore Environnement et Changement climatique Canada. Dans le fond, dans nos actions de consolidation de la connectivité, on a un projet qui est présentement en cours, qui a débuté en 2021 et qu'on a nommé Emprise vivante parce que c'est un projet qui se déroule sous une emprise électrique. Dans le fond, c'est un projet qui est en collaboration avec Hydro-Québec et la ville de Drummondville. Dans le fond, on a choisi ce secteur-là parce qu'il se situe à côté d'un de nos corridors du réseau de connectivité du centre du Québec. Donc, il se situe dans le quartier qu'on appelle de Saint-Nicéphore. Il s'étend là, sur environ 1 km de long jusqu'à la rivière Saint-François. Puis en plus, il se situe là, près d'une école primaire. Puis dans le fond, dans les premières étapes, on a fait un plan concept avec une firme d'architecture de paysage, Rousseau Lefebvre, qui nous a
produit, dans le fond, un plan. Puis, vous pouvez voir à droite à l'écran, là, dans le fond, le projet se divise en 3 sections qui ont nommé la première section les prairies urbaines, ensuite la clairière humide et la rivière là, qui se situe à côté de la rivière. En fait, dans le fond, on a commencé les travaux seulement cet été. C'est la première phase, la phase des prairies urbaines. C'est une phase dans le fond, qui part de la rue Bégin jusqu'à la rue Garneau, puis qui est devant l'école, justement l'école primaire. Puis c'est ça, c'est des travaux qui ont consisté en ajout de plantes. C'est donc 140 arbustes qui ont été plantés. On les a plantés par bosquet. Vous pouvez voir les petits points à l'écran là, à gauche. Puis aussi, on a fait l'ajout de plus de 7000 vivaces, toutes des plantes indigènes. Puis on les a placées là, par espèce, par tas. Là. Donc, une espèce est égale à une couleur là, sur le plan de gauche. Il y a un sentier qui est en gazon que vous pouvez voir, là, qui est comme en vert. Pour l'instant, il est en gazon, mais on veut éventuellement là, qu'il y ait une utilisation pour les vélos. Donc, ça, c'est ce qui va se faire peut-être l'an prochain. Là. On est en train de voir pour le financement. Sinon, dans cette partie-là, on va aussi installer des panneaux d'interprétation puis des nichoirs pour attirer certaines espèces d'oiseaux. Puis depuis, il y a un rond de thym serpollet là, qui a été aménagé près de l'école là, pour permettre la tenue de certaines activités. Présentement, on est rendu à la phase 2, la planification de la phase 2 qui est la clairière humide. Dans le fond, il y a un milieu humide qui est dans cette emprise-là. Dans le fond, il fait partie d'un marécage arborescent là, de part et d'autre. Donc, ce milieu-là, il est un peu. Il y a une espèce exotique envahissante là, qui est le roseau commun. Donc, on aimerait le restaurer. Donc, on est en train de planifier ça. On fait affaire avec l'aide d'une firme spécialisée pour les plans. Puis, on espère pouvoir déposer ces plans-là, là, un programme de subvention, puis peut-être débuter les travaux là, à l'été prochain. Aussi, le CREC collabore avec plusieurs partenaires, dont Nature Avenir. Donc, le CREC a accompagné Nature Avenir dans l'acquisition d'une grande tourbière, la tourbière Roy, à Saint-Rosaire, qui est une superficie de 166 hectares. Dans le fond, c'est un don écologique qui a été fait pour une partie de la valeur marchande. Puis ensuite, on a aussi fait la conservation, on a aussi aidé Nature Avenir à la conservation et l'utilisation durable d'une propriété à Saint-Lucien de 14 hectares. C'est l'acquisition d'une servitude de conservation où la tortue des bois a été confirmée. Puis ça, ce n'est que quelques exemples, car il y en a beaucoup plus. Aussi, on organise plusieurs événements. On a organisé cet automne 2 journées de démonstration sur le terrain où il y a eu plus de 80 personnes qui ont participé au total. Ces 2 journées s'inscrivaient sous le thème de la connectivité et de l'adaptation au changement climatique. La première journée, la journée forestière, c'est une journée qui a permis aux participants de visiter quelques sites dans la MRC d'Arthabasca, où on a pu voir plusieurs types de plantations, comme par exemple une plantation mixte sous couvert de pins sylvestres dégradés, ou encore une plantation d'essence noble en milieu hautement dégradé. On a pu aussi visiter une plantation qui avait un traitement par ouverture écologique. Ensuite, la journée urbaine a permis de transporter les participants dans un circuit au cœur de la ville de Victoriaville, où plusieurs types d'aménagements ont été visités, des aménagements vraiment de type urbain. Donc, on a visité un stationnement éco-responsable que vous pouvez voir à gauche. Ensuite, on est allé voir un éco-parc industriel, une terre nourricière au sein du parc du Boisé des Frères. Puis aussi, on a visité une bande riveraine en bordure d'un corridor aquatique où il y a un gros projet de sensibilisation avec les riverains sur les bonnes pratiques à y adopter. Ensuite, on a réalisé en 2022 une vidéo promotionnelle sur la connectivité qui présente le concept de façon générale à travers de belles images, de très belles images qui ont été filmées avec un drone qu'on peut voir du haut des airs. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est disponible là, sur notre site Internet. Vous pouvez voir l'adresse au bas de l'écran. De plus, après plusieurs mois, on a sorti aussi le guide civicole d'adaptation au changement climatique
des peuplements à risque de déclin prématuré, qui est adapté au réseau de connectivité du Centre du Québec. L'objectif du projet, c'est d'offrir aux professionnels, aux biologistes, des options sylvicoles pour les peuplements qui sont vraiment associés au réseau de connectivité et qui sont les plus à risque de déclin prématuré dû au changement climatique. Puis en terminant, je vais vous présenter un peu les prochaines actions à venir en 2023-2024. Dans le fond, on a commencé un comité sur l'écologie routière. On va continuer les rencontres de ce comité-là, puis on va aussi procéder à l'élaboration du plan d'action. Ensuite, c'est ça, on avait déjà sondé nos partenaires régionaux là, sur la connectivité quand on a commencé nos travaux en 2020. Et là, on est en train de faire un suivi on est en train de faire le suivi au niveau de la connectivité, voir s'ils ont des difficultés rencontrées ou quels sont leurs besoins pour continuer, dans le fond, à appliquer ce concept. Aussi, on continue la conservation volontaire, autant dans les noyaux que dans les corridors écologiques. Pour ce qui est des corridors écologiques, on a un nouveau corridor agricole qu'on va aller visiter l'an prochain, qui se situe au niveau de la rivière Marguerite, dans le bassin, au niveau de la MRC, excusez-moi, au niveau de la MRC de la Nicolette-Yamaska. Puis aussi, on continue aussi nos nombreux aménagements. Puis, on va aussi continuer à collaborer avec Nature Avenir pour de nouvelles acquisitions. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis n'hésitez pas à aller voir sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux pour voir nos activités et nos événements. Je passe maintenant la parole à Olivier Perrotte-Caron. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'avais perdu le bouton unmute. Je partage mon écran. Alors voilà, merci beaucoup Patricia, merci beaucoup Megan puis le RMN pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant de voir les avancées des différents maîtres d'œuvre à travers le Québec. Très, très stimulant de voir tout ça aller. Donc je me présente, Olivier Perrotte-Caron, je suis chargé de projet pour conservation de la nature pour l'Est du Québec. Je vais vous présenter les bons coups de l'initiative pour 2022-2023 en Gaspésie. Olivier, on voit pas ta présentation pour le moment. Ah, On voit juste toi. on voit juste moi. Bon, j'ai oublié de continuer ici. OK. Et voilà. C'est parfait. C'est parfait. OK, super. Merci. Désolé pour ça. Donc, je vais juste baisser ça ici. Parfait. Donc, l'initiative, depuis le début de l'initiative en Gaspésie, on travaille dans un secteur qui se nomme le corridor écologique Forion. Donc, le corridor écologique Forion, qu'est-ce que c'est? C'est une zone forestière. C'est ce que vous voyez en vert pâle sur la carte. C'est une zone forestière qui assure la connectivité écologique terrestre entre le parc national Forion et les grandes terres publiques situées au cœur de la péninsule gaspésienne. L'objectif premier de ce corridor-là, c'est de notamment limiter la conversion des terres forestières vers une vocation résidentielle afin de constituer des corridors favorables pour le déplacement de la faune. Je vais vous présenter les autres secteurs où on a déployé des efforts cette année. Donc, il y a également le secteur des Trois-Frontières que vous voyez apparaître sur la carte. Ici, Trois-Frontières, c'est également un secteur névralgique de connectivité qui est à la croisée des initiatives du Nouveau-Brunswick, du Maine aux États-Unis, puis du Québec. Au Québec, on est à la fois en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. C'est un secteur de lien prioritaire pour la conservation dans l'écorégion des Appalaches nordiques et Acadie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la partie québécoise du secteur de Trois-Frontières. Un autre secteur où Conservation de la nature a déployé des efforts via l'initiative des corridors écologiques cette année, c'est au niveau des terres publiques gaspésiennes qui occupent en fait tout le cœur de la péninsule gaspésienne. C'est 16 000 km
carrés, donc majoritairement, majoritairement forestiers. Malgré ça, l'enjeu de connectivité demeure, notamment pour certaines espèces particulièrement sensibles à l'aménagement forestier. On retrouve aussi 5 aires protégées qui ont des besoins en termes de connectivité. Donc voilà pour les 3 secteurs où on a travaillé cette année. Donc, le premier bon coup, c'est évidemment un nouveau partenaire financier qui s'ajoute à l'initiative québécoise du corridor écologique pour la région de la Gaspésie. C'est l'Agence Parc Canada via le programme national des corridors écologiques. Donc, ils nous soutiennent financièrement pour les 3 prochaines années, donc d'ici 2026. C'est un financement qui va nous permettre d'avancer, de faire des avancées significatives dans différents axes de travail en lien avec la connectivité écologique du territoire. Donc, on va travailler autant au niveau du corridor écologique Forion, mais également on élargit à d'autres territoires, notamment en terre publique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, les 5 axes de travail sont présentés ici. L'engagement des partenaires. Au niveau du corridor écologique Forion, on continue les initiatives en cours. Il y a également des initiatives en terre publique à ce niveau-là. L'acquisition de connaissances. Donc, CNC peut maintenant financer des initiatives de recherche au niveau du corridor écologique Forion. La conservation des terres, qui inclut également le démarchage auprès des propriétaires, la communication, les efforts de communication. On a également toute la partie intendance, donc la gestion des sites qui sont déjà protégés ou qui le seront dans les prochaines années. Puis ça inclut également le volet restauration. Donc, au niveau du corridor écologique Forion, un premier bon coup, plutôt deuxième bon coup si on inclut la collaboration de Parc Canada, c'est la mise en protection d'une nouvelle propriété de 8,7 hectares qui a été réalisée à la fin 2022. On a une autre propriété en cours de protection, donc dans le collimateur. La conservation va être réalisée d'ici la fin 2023. Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que ça permet de consolider un nouveau corridor de 950 mètres de long sur la route 197. Avec ces 2 propriétés-là, on parvient à protéger, d'assurer la vocation forestière sur 80 du tronçon de 950 mètres. Donc, c'est super intéressant. Ça démontre l'importance stratégique de ces 2 propriétés-là. Donc, ce que vous voyez, la carte à gauche, c'est la première, donc la première propriété de 8,7 hectares qui a été protégée en 2022. Un autre bon coup dans le corridor Forion, c'est le suivi des ponceaux fauniques. Un petit rappel, c'est un projet de science citoyenne qui a été initié à l'été 2022 par la mise en place par le MTQ d'une tablette faunique, donc une tablette de 40 cm de large sur toute la longueur d'un des ponceaux dans la partie qui est exondée. Donc, les plans pour cette tablette-là avaient été développés par le MTQ. Parallèlement, le Parc national Forion et CNC ont collaboré pour développer une méthodologie de suivi de l'efficacité du ponceau. Puis, depuis ce temps-là, CNC prend en charge le suivi de l'installation. Puis, on s'est joint à un groupe de bénévoles pour nous assister dans la prise de données. Depuis cette mise en place-là, donc cette année, il y a 3 nouveaux ponceaux qui sont suivis par un système de caméras. Ça, c'est vraiment grâce à la détermination de nos collaborateurs au ministère du Transport du Québec, des collaborateurs très, très engagés, même zélés, qui ont tenu mordicus à ce que cette initiative-là se poursuive. Donc, on salue l'initiative aujourd'hui. Ce sont des ponceaux, les nouveaux ponceaux qui sont suivis, c'est des ponceaux qui sont non aménagés. Les données qu'on recueille à partir de là vont nous servir de valeur de référence pour d'éventuels aménagements fauniques qui pourraient être réalisés dans les ponceaux. En lien avec ce que je viens de vous dire, il y a un nouveau chantier qui a été mis sur pied, oui, le chantier sur la perméabilité faunique de la route 197. C'est un chantier qui a comme objectif d'identifier des solutions pour réduire l'impact de la fragmentation de la route 197 par l'identification de
par l'amélioration des infrastructures existantes ou la mise en place de nouvelles infrastructures. Donc, je rappelle que la route 197, c'est la route régionale qui divise le corridor Forion en deux. Donc, c'est le principal facteur de fragmentation qu'on retrouve dans le corridor. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est qu'on a déjà des partenaires qui sont engagés, qui ont été rencontrés dans le cadre de ce chantier-là. Donc, vont collaborer avec nous la Première Nation Micmac de Gaspé, Transport Québec, Parc national Forion, Conservation de la nature, évidemment, la Ville de Gaspé et puis la MRC Côte de Gaspé. À venir, c'est la première rencontre du comité qui devrait se tenir dans les prochaines semaines, donc d'ici la fin de l'automne 2023. On se déplace maintenant en terre publique gaspésienne. Présentement, on collabore avec la table de gestion intégrée des ressources du territoire à revoir la fiche VOIC connectivité via un comité d'experts qui a été mis sur pied par la table. Donc, je rappelle ici que les fiches VOIC, donc valeurs, objectifs, indicateurs, cibles, sont associés à quelques-uns des enjeux qui sont soulevés par la table GIR et ses membres et qui sont pris en compte par la suite dans les plans d'aménagement forestier intégrés tactiques que le ministère développe. Donc, la fiche connectivité pour la Gaspésie est en vigueur depuis 2023. Donc, la question qui a été posée au comité d'experts, c'est est-ce que la fiche répond toujours aux besoins de connectivité en terre publique? Si oui, ben pour quelle espèce? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux les choses? Est-ce qu'il y a des meilleurs moyens appuyés par la science de suivre la connectivité? Donc, on souhaite ainsi que les nouveaux indicateurs qui vont être proposés puissent générer à la fois un diagnostic sur la connectivité, mais également fournir des outils d'aide à la décision lors de la planification des interventions forestières. Donc, ça va vite, d'ici la fin, d'ici janvier 2024, on devrait arriver à la fin des travaux. Donc, il va y avoir une nouvelle proposition qui va être faite à la table GIR, donc il devra adopter les recommandations du comité d'experts. Donc, je dois saluer ici la rigueur, la vision, puis le sens du devoir de la table GIR et de ses membres pour la mise sur pied de ce comité d'experts-là, et surtout la grande collaboration de la direction de la gestion des forêts de la Gaspésie et des îles de la Madeleine dans tout ce processus-là. C'est une démarche qui doit être saluée et servir d'exemple. Pour la prochaine étape, on regarde déjà pour la phase 2. On travaille présentement à mettre sur pied un projet de plan communautaire pour le corridor entre le parc de la Gaspésie et puis le parc Forion. Donc, c'est un corridor qui est essentiellement en terre publique. Donc, évidemment, on est présentement à essayer d'attacher les ficelles avec la direction régionale des forêts, puis la table GIR, afin de s'assurer du bon maillage avec les démarches en cours. On souhaite ainsi profiter du momentum entourant la révision des fiches VOIC pour apporter des nouveaux intrants à la direction générale des forêts Gaspésie, notamment quant à la gouvernance, les modalités de gestion et de suivi pour ce corridor qu'on considère comme étant névralgique. À la clé vient aussi tout l'appui des partenaires régionaux à ce projet-là. Donc, c'est une initiative qu'on va développer, qu'on va initier lorsque le comité d'experts aura complété ses travaux. Donc, on espère pouvoir vous présenter des bonnes nouvelles à la prochaine présentation des bons coups en 2024. On se déplace ensuite au niveau de Trois-Frontières. Donc, si on travaille, on collabore à un réseau, le réseau Trois-Frontières. Donc, c'est un réseau des différents intervenants en conservation et en planification du territoire, des intervenants du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Le travail, pour l'instant, c'est la mise en commun des connaissances et des initiatives. Puis, c'est ce qui est souhaité à venir. Donc, c'est à partir de ces nouvelles, la mise en commun de toutes ces informations-là, c'est d'identifier des corridors d'intérêt sur le territoire, puis ensuite de se pencher à
à faire la planification de la conservation de ces corridors-là. Donc, mieux les comprendre, mieux identifier les stratégies et puis les actions à mener pour soit les protéger ou les maintenir. Donc voilà, ça fait le tour pour les bons coups pour la Gaspésie. Je vous remercie beaucoup. Puis je vais passer la parole à Mégane pour les questions. Merci beaucoup. Merci Olivier. Donc oui, on va maintenant entamer la période de questions. Donc, comme j'ai mentionné au tout début du webinaire, il y a un endroit où il est écrit questions-réponses, donc Q&A. Donc, vous pouvez écrire vos questions et je vais m'occuper de les poser à nos présentateurs et présentatrices. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de questions. On va laisser le temps quand même à tout le monde de rédiger, si jamais. Sinon, les autres présentateurs, vous pouvez aussi ouvrir votre caméra. Et aussi, si jamais vous avez des questions entre vous, maître d'œuvre, vous avez à ouvrir votre micro. Je vois qu'Ariane pose une question, donc vous pouvez tout simplement ouvrir ton micro et poser la question si jamais tu en as envie. Il n'y a pas de question encore, donc pourquoi pas. Ben, en fait, moi, j'aurais une question. Puis aussi, je pense que j'avais remarqué une main levée dans l'audience, mais ma question, c'est pour le CREC, pour Patricia. Le projet d'emprise vivante, je trouve ça vraiment intéressant dans un contexte urbain. Puis je me demandais à quel point Hydro-Québec est impliqué dans le projet. Ben, dans le fond, c'est parce que cette emprise-là, elle appartient vraiment à Hydro-Québec. Dans le fond, contrairement peut-être à d'autres, il peut y avoir d'autres propriétaires. Donc, c'est ça, on a vraiment eu, tu sais, ça a été long là, parce qu'il faut avoir l'autorisation d'eux pour faire les travaux. Fait que là, on a fait un bail de location avec la ville de Drummondville qui a signé le bail. Puis nous, ben, c'est ça, il était vraiment partie prenante dès le début, là, vraiment très intéressé par notre projet, là. Je sais pas si je réponds à la question, je sais pas si qu'est-ce que est-ce que je réponds à ta question? C'est un appui, finalement, c'est un accord donné, C'est plus un qu'un accord appui donné. financier. Mhm. Ouais. Ok, merci. Excellent. Il n'y a toujours pas de questions dans l'audience. Sûrement que vos présentations étaient trop claires, trop précises. Il y avait trop d'informations. Donc, ben, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va tout simplement déjà conclure la présentation. Donc, un grand merci à tout le monde qui a participé ce midi. Je vous invite à être des nôtres le 8 novembre prochain pour le troisième webinaire sur les bons coups des maîtres d'œuvre de l'Initiative québécoise Corridor écologique et l'enregistrement. Aujourd'hui, c'est enregistré la présentation également, donc vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube du RMN. Donc, bonne journée à tous!